Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui ont réalisé leurs rêves et qui nous racontent comment et pourquoi ils l'ont fait. Je suis Julie Simoniti, coach en réalisation de rêves. Et cet été, je me suis lancé le défi de réaliser moi aussi un de mes rêves, celui de faire un road trip autour de la France pour aller enregistrer des podcasts avec les personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux dans ma démarche. Je suis partie sans voiture et sans argent pendant 2 semaines. Et j'ai eu la chance de rencontrer 14 personnes inspirantes sur mon chemin, dont je vais partager avec vous les témoignages. Épisode 1, Jules à Metz. Je me trouve à Metz, en compagnie de Jules. On est installé en terrasse d'un pub qui s'appelle comment déjà ? Les Parèges. Les Parèges. Un de mes bars préférés à Metz, sous les arcades de la place Saint-Louis. Cool. Et donc on est en train de déguster, pour ma part en tout cas, un petit thé glacé, et ça fait du bien parce que je viens de débarquer après 4 heures de route en Blablacar. Donc là on va pouvoir commencer un peu à découvrir ton parcours. Donc je te propose de commencer par te présenter, peut-être présenter le rêve que tu as, que tu vas réaliser, ou est-ce que c'est en cours ? Oui, avec plaisir. Déjà merci pour l'invitation Julie. Je t'en prie. Alors moi je m'appelle Jules Ries, j'ai 27 ans, je suis originaire de Metz. Et le rêve que j'ai réalisé et que je vais aussi continuer à faire perdurer, c'est un tour du monde du sport et du partage, dans lequel je me suis lancé en septembre dernier, au départ de Metz. Donc pour vous expliquer, un tour du monde hybride, donc une partie à vélo, de Metz jusqu'à Gibraltar, une partie en bateau-stop pour traverser l'Atlantique, et une partie en bus et autostop en Amérique du Sud. Le fil rouge, c'était le sport, donc tester un maximum de discipline tout au long de mon trajet dans les pays que j'ai traversés. Donc j'ai pu tester de la pelote basque en Espagne, du terreau qui est une sorte de pétanque en Colombie, j'ai pu jouer avec l'équipe nationale de foot de Gibraltar et j'en ai fait comme ça une 30aine tout au long de mon voyage. Et enfin du partage parce que l'objectif c'était de rencontrer un maximum de personnes, dormir chez l'habitant et de vivre des moments privilégiés avec les locaux dans les pays que je traversais. Et donc tu as fait ça pendant combien de temps ? Donc j'ai fait ça pendant 8 mois. Là, je suis rentré il y a environ 2 mois en France et c'est un projet que je pourrais continuer après, plus tard, en Asie centrale ou en Océanie où je ne suis pas encore allé. D'accord. Donc, il y a plein d'autres sports à découvrir. Ah oui, effectivement. Et donc, tu t'es mis une liste des sports que tu veux faire ou tu découvres au fur et à mesure ? Alors, c'était vraiment... j'étais peu organisé, on va dire. Il y a des choses que j'avais absolument envie de tester. Étant un gros amateur de sport de raquette, je voulais tester l'ancêtre du tennis qui s'appelle le jeu de paume. Donc ça, j'avais anticipé un peu pour le tester dans l'annexe du château de Fontainebleau. Mais 80% des sports que j'ai testés sur ma route, en fait, ça a été un mélange d'hasard, de rencontres, de recommandations tout au long, quoi. Et je me suis retrouvé à faire du hockey subaquatique à la piscine de Medellín. Alors c'est quoi le hockey subaquatique ? Je n'avais jamais entendu parler de ce sport et comme son nom l'indique, c'est du hockey avec un palet. Alors on n'a pas une crosse aussi grande que hockey sur glace, c'est une espèce de petite crosse, mais vraiment très petite, qui ressemble à une sorte de boomerang. Et en fait, on en apnée à 2,50 m ou 3 mètres, j'ai plus exactement la profondeur, et 5 contre 5 avec des buts, et on fait du hockey sous l'eau, quoi. D'accord, donc c'est un palet en plomb pour que ça soit... Ouais, voilà, il est en plomb et il glisse sur le fond de la piscine, quoi. Excellent, mais qui a inventé ça ? Ah bah là, j'ai même pas la réponse. Mais c'est joué, c'est pas au JO, Le water polo est au JO et le hockey sur glace c'est au JO d'hiver. C'est pas encore au JO, mais c'est assez populaire à Medellín. Il y avait pas mal d'équipes qui faisaient ça, quoi. Mmh. Assez ridicule à voir de l'extérieur, mais très marrant et très physique de l'intérieur, quoi. J'imagine parce qu'il faut descendre, remonter régulièrement. Voilà, avec les palmes, ça se met des coups sous l'eau, faut rester pas mal en apnée. Donc ouais, c'était un sport sympa, un peu atypique, découvert. Effectivement. Et donc, pour revenir sur ton projet, d'où ça t'est venu cette envie d'explorer le monde comme ça, à la découverte des sports ? Il y avait toujours depuis longtemps, depuis mes 16-17 ans, une envie forte de voyager et de faire un voyage long terme, on va dire, sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais jamais eu l'occasion, finir mon bac, finir mes études, avoir mon CDI. Et en fait, à chaque fois, j'étais pris dans la course là d'études CDI et j'avais mis de côté cette petite flamme, on va dire.
Et puis là, après avoir travaillé 3 ans et le Covid aussi qui m'a fait pas mal réfléchir, le déclic, il n'y a pas eu une journée où c'était un grand déclic parce que ça dormait en moi, mais c'est certainement une fois où j'allais au travail au Luxembourg, où j'avais au lieu d'1 heure de trajet peut-être 2 heures à cause des bouchons, et que je faisais un petit bilan et je me dis non, là tu t'écoutes pas à ce que tu as au fond de toi, au fond de tes tripes, et tu peux pas te mentir à toi-même aussi longtemps, même si le travail était intéressant. Il faut que tu ailles au bout de ce projet, de ce truc qui t'anime, quoi. Et j'avais pas envie de faire un voyage seulement pour voyager. J'avais envie de faire un voyage avec un projet, un fil rouge, un objectif. Donc là, j'ai juste écrit en fait ce que j'aimais dans la vie. C'est assez binaire, hein. C'est le sport, le voyage, les rencontres. Donc 3 piliers, quoi. Et ça s'est créé assez facilement en écrivant ça sur un papier, quoi. De faire un tour du monde du sport et du partage. Juste en écrivant ça sur un papier et hop, c'était parti. J'ai fait un petit peu un SWOT, quoi, avec les forces, faiblesses, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et ce qui sortait rapidement de ça, c'est que j'adorais rencontrer des gens, échanger avec les personnes, découvrir des nouvelles cultures, tous les sports dans son intégralité. J'ai un petit peu allié, mixé les trois passions pour en créer un projet. Là, t'es revenu en CDI ? Non, là, je suis pas revenu en CDI. J'étais 3 ans en CDI en tant que commercial. D'accord. J'ai fait 2 ans en cabinet de conseil à Paris. Ça me plaisait pas du tout, mais c'était pendant la période du Covid. Donc, dans l'incertitude, j'ai continué. Puis après, j'ai travaillé en tant que commerce international au Luxembourg, où là, j'avais pas mal de déplacements. C'était intéressant, mais les distances pour aller au travail chaque jour étaient pesantes. Et au fond, je travaillais pas dans l'environnement qui m'anime, qui est le sport. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce projet. D'accord. Et donc là, tu es en train de rechercher un job ou de créer ta boîte Alors, j'ai plusieurs projets en même temps. Un projet déjà de retour d'expérience et de conférence qui est en place là avec la ville de Metz et la région Grand Est qui m'ont soutenu sur ce voyage et avec qui je vais avoir des conférences programmées. Il y a aussi une partie d'écriture de livres avec ma grand-mère, avec qui j'ai pu faire une aventure en autostop mémorable. Ah oui, alors ça c'est quoi ? Parce que je l'ai vu vite fait passer sur ton compte LinkedIn, mais j'ai pas compris. En gros, comme je fais beaucoup de stops de base, même avant ce voyage, je suis assez proche de mes grands-parents. J'en parlais avec ma grand-mère et elle était assez inquiète à chaque fois que j'en faisais. Elle me disait que j'allais tomber avec des bandits, enfin une image assez arriérée, on va dire, de ce qu'est l'autostop, hein, mais qui peut faire peur. Et en fait, en creusant, je lui ai demandé s'il en avait déjà fait, et elle m'expliquait que non, mais voilà, que c'était les on-dit et les clichés de l'autostop. Et du coup, je l'ai un petit peu pris au jeu et je lui ai dit de venir tester avec moi pour lui prouver qu'il y avait aucun risque et qu'au contraire, on faisait des rencontres de fous, quoi. Et après l'avoir travaillé longuement au corps, elle a accepté. Et on a fait un premier week-end de stop en Bretagne autour de chez elle, une boucle de 500 km. Ah oui! D'accord. Et elle adorait, quoi. Et puis, il faut rappeler qu'elle à l'époque, elle avait 89 ans, quoi. Et là, on a 91 et je me dis, le projet, ça serait de faire un retour un petit peu sur cette magnifique aventure. Puis ça permet de passer du temps avec elle aussi sur un projet commun. Puis ça fait sens aussi par rapport à ce que tu dis, faire du lien entre les gens. Voilà, il y a un beau message à faire passer à plusieurs niveaux, quoi. Intergénérationnel. Ouais, carrément. D'accord, c'est marrant. Mais après, c'est vrai que la pédagogie par l'exemple, la preuve par l'exemple, c'est la meilleure pédagogie, je trouve. Puis surtout que c'est elle qui m'a appris ça. Donc là, elle était presque obligée. Carrément. Elle m'a dit, on ne juge pas sans avoir testé. Ouais. Je dis, mais mamie, t'en as déjà fait, non? C'était pour te faire manger des brocolis qu'elle disait ça? C'était plus pour ça, je pense. Mais elle s'est fait avoir à son propre jeu, je me suis vengé. Trop fort. Ok, donc c'est beaucoup de projets, effectivement, suite à ton rêve. Et avant de te lancer, du coup, est-ce que tu avais des peurs? Ah oui, plein. Lesquelles? Alors, déjà le vélo, tout simplement. Commençons par là. J'ai jamais trop fait de vélo longue distance. J'adore le sport, je suis sportif, mais c'est vrai que la logistique du vélo et le vélo me faisait peur. Est-ce que j'allais me blesser? Est-ce que j'allais tenir la route? Parce que c'était quand même 3500 km jusqu'à Gibraltar. Comment j'allais me loger? Est-ce que les gens
vont accepter que je dorme chez eux? Est-ce que quand je vais camper sauvagement, ça va bien se passer, je vais pas me faire attaquer? Parce qu'en fait, t'es parti en ayant juste ton itinéraire, mais aucune idée de l'hébergement ou des étapes. Et encore, une idée de l'itinéraire, c'est un grand mot. J'avais l'étape finale où je voulais aller, c'était Gibraltar, parce que je sais que de là-bas, on pouvait prendre des bateaux qui allaient aux Canaries et après qui traversaient l'Atlantique. J'avais des points stratégiques, on va dire. J'avais 4-5 endroits où je voulais aller. Et après, c'était vraiment du freestyle, quoi. J'avais le jeu de paume à Fontainebleau. Après, je voulais longer la côte du Portugal, ce que j'avais jamais fait. Donc Lisbonne, Porto. Et après, c'était en fonction des rencontres, des sports, de mon état de forme, de Komoot, donc qui est l'application que j'utilisais, qui m'emmenait, qui me faisait des itinéraires. C'était un peu au jour le jour, quoi. Et t'es parti tout seul? Oui. Ok. Voilà. Donc oui, donc pour revenir à ta question des peurs, j'avais plein de peurs à tout niveau. Et pourtant, t'es parti quand même. Bah oui, parce que je sais que ça vaut le coup. Au final, je sais qu'une fois qu'on est lancé, et d'ailleurs toutes les histoires les bonnes histoires, les bons souvenirs que je retiens, c'est aussi les moments de galère ou les moments où j'ai pu aussi avoir peur, mais que j'ai dépassé ça, quoi. Les premières nuits à camper sauvagement, je l'avais déjà fait dans des endroits très sauvages ou avec des amis, mais seul camper dans des endroits pas loin de la ville, avec du passage, avec du bruit, avec plein de choses, c'était différent, quoi. J'avais peur le soir même que je faisais ça, ou les différents soirs que je l'ai fait, j'avais peur. Ouais. J'avais mon Opinel dans la tente ouverte, même si ça servait pas à grand chose, mais. On a tous fait ça. Voilà. On se fait des craintes tout seul, hein, c'est le cerveau, parce que j'entendais des bruits, des chiens, des personnes qui criaient, on se fait vite des films que les personnes là vont venir nous dépouiller ou quoi, et au final, je touche du bois, il s'est rien passé, mais. Donc finalement, aucune de tes peurs s'est réalisée. Tu t'es pas fait agresser, tu t'es pas retrouvé... Je me suis pas fait agresser. Par contre, j'avais la peur du mal de mer et que la navigation soit difficile pour moi vu que j'avais jamais navigué. Ça c'est bien réalisé. Là, il y a pas de doute. Mais bon, j'ai fait avec, quoi. Je savais pas combien. En fait, le plus dur, c'était de pas savoir combien de temps ça allait durer. La traversée ou le mal de mer? Un peu les deux. La traversée, j'avais quand même une idée. Le mal de mer. Le premier jour, ça dure. Le deuxième, je suis allongé encore. Je me dis, mais combien de temps ça va durer? Je peux pas traverser comme ça tout le long, quoi. Et heureusement, au bout de 72 heures, ça s'est un peu apaisé, on va dire. Et donc, ça s'est géré après. Malgré le fait qu'il y a eu plusieurs stops et à chaque fois qu'il y avait un arrêt, un départ, je l'avais de nouveau, quoi. Ça se maîtrise pas trop tout le temps. Et toujours aussi fort ou ça s'est calmé un peu? Différemment. Ouais. Il y en a un qui me mettait au sol, il y en a d'autres qui me faisaient vomir. J'ai fait un peu tous les styles de mal de mer, je pense. Et il y a aussi le mal de terre, qui est moins important, mais qui est quand même, après plusieurs jours d'affilée sur le bateau, qui est bizarre, quoi, un peu désorienté quand on met le pied à terre, quoi. Ok. Et donc, t'es parti donc tout seul à vélo. Ouais. Ton vélo, tu l'as embarqué sur le bateau? Non. C'était déjà... Enfin, je pense que déjà, moi, mon aventure à vélo, j'étais heureux d'arriver à Gibraltar. En un seul morceau? En un seul morceau, sans trop de blessures apparentes. J'ai adoré cette partie vélo, mais j'étais content de continuer d'une autre façon, avec un autre moyen de locomotion. Et puis il y avait aussi le fait que même si j'avais voulu le prendre pour l'Amérique du Sud, c'était déjà compliqué de trouver un bateau seul. Donc ajouter un vélo à ça dans mes demandes pour les capitaines, c'était compliqué. Oui, parce que tu as fait la traversée sur quel style de bateau? Un gros bateau? Non, un voilier. Donc un voilier avec des étudiants, un voilier de 11-12 mètres, avec des étudiants qui étaient en année de césure, qui s'appelle Corps Odyssée, avec qui on s'est super bien entendu et qui avaient peu d'expérience au final en navigation. Ils avaient juste fait les Glénans et une première navigation de 6 jours avant, quoi. Ah mais les kamikazes. Ah mais là c'était 4 kamikazes, enfin 4. Moi c'était encore pire, mais eux vraiment c'est entre du courage et de la naïveté. Je sais pas lequel les définit le mieux, mais en tout cas des gens, enfin ils étaient incroyables, hein, on a trop rigolé. Mais c'est vrai que je faisais pas le malin au départ avec eux, parce que j'ai senti qu'eux non plus en fait étaient pas sereins et qu'ils géraient pas tout totalement, quoi. L'électricité, je les ai aidés à remonter une éolienne pour avoir plus d'électricité parce qu'ils en ont manqué pendant l'allée de la Méditerranée jusqu'à Gibraltar. Il y a eu quelques petits soucis sur le bateau, des fuites moteurs, des pannes de pilote automatique.
Et voilà, c'était un peu le freestyle, mais ça s'est bien passé jusqu'au Cap-Vert ensemble. On a fait Canaries, puis après Cap-Vert. Et après, par contre, j'ai changé de bateau parce qu'il y avait un autre partenaire à eux qui arrivait de Nancy d'ailleurs pour les rejoindre et faire le suite de la traversée avec eux. Et là, je suis tombé avec des Belges sur un catamaran de folie. Là, il n'y a pas d'autres mots. Un catamaran de régate qui avait fait la route du Rhum. Waouh. Donc autant dire un avion de chasse, quoi. Ouais. Pour avoir un référentiel, c'était une Ferrari par rapport aux autres bateaux, quoi. Le premier bateau, quand on faisait des pointes à 7-8 nœuds, donc vers les 14 km/h, c'était vraiment hyper rapide. Et là, avec l'autre bateau, on a fait des pointes à 27 nœuds. Presque plus de 50-60 km/h. On volait sur l'eau, quoi. Ouais. Donc, c'est là que je te dis aussi les deux types de mal de mer. Il y en avait un, on se faisait balloter. Il y en a un, c'était un mal de mer à cause de la vitesse, quoi. Et puis j'ai pris un 3e et 4e bateau plus dans les îles aux Caraïbes avec d'autres personnes rencontrées qui étaient du même type cata voilier. Et pour revenir sur les peurs, t'as pas eu peur d'aller aborder des gens qui avaient peut-être tout préparé, leur voyage, etc. et leur dire s'il vous plaît, je peux m'incruster? Comment tu fais pour gérer ce genre de... Alors ça, c'était pas une de mes peurs, c'était dans le petit truc que j'avais écrit des choses que j'aime et de mes forces, c'était une des choses que j'aimais faire et que j'ai aucun souci à connecter avec les gens et j'adore aller à la rencontre des gens, discuter. Et c'était vraiment la dernière de mes peurs, on va dire ça. Ok. C'est ça, je partage un truc 2 secondes et justement, moi, c'est mon gros challenge dans cette idée de faire le road trip autour de la France, c'est la peur de déranger les gens. Ok. Tu vois, mais pourtant, tous les gens avec qui j'ai eu des contacts sur les réseaux et qui sont partants pour faire un podcast avec moi, je leur dis, mais intérieurement, je me dis, je leur vole 1 heure ou 2 heures de leur temps, donc il faut vraiment que je sois au taquet et que je déborde pas parce que machin. Et toujours cette peur de déranger, et je suis fascinée par les gens qui ont ton profil, ou Antoine de Maximi, enfin, typiquement, c'est le summum du summum, quoi. Ah ouais. Il est capable de dire, je peux dormir chez vous? Wow. Bah, c'est un exemple, hein, le mec. Bah ouais. Mais là, je pense que je suis le premier, c'est ça, de ton étape, oui. La première étape. Faut qu'on t'enlève ça tout de suite, hein. Tu déranges personne. Si les gens ont dit oui, c'est qu'ils avaient envie de partager un moment, d'échanger. Et les gens sont assez grands pour dire non, s'ils veulent pas, quoi. Ah bah, Moi, si j'avais pas voulu échanger avec toi, non, mais ton projet est trop cool. T'avais l'air super sympa et ça faisait sens. Donc, tous ceux qui t'ont dit oui, t'as pas à avoir besoin de déranger. Moi, je suis comme toi, j'ai pas envie de déranger les personnes. Et souvent, très vite, tu le sens. Tu vas avec une attitude ouverte, souriante, en expliquant ton projet. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de t'accueillir. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, pas le moment. Et c'est totalement compréhensible. Et puis, des fois, ça dépend même juste du timing à laquelle tu demandes. Il y a des gens qui, dans 90% des cas, t'auraient accueilli, boire un coup ou quoi. Là, ça se trouve, ils ont un problème moteur sur le bateau. C'est pas le moment. Donc, le tout, c'est de pas prendre les choses pour soi, de demander avec le même entrain ton projet. Et quand tu as un bon feeling avec quelqu'un, tu le sens. Et quand tu sens que tu déranges, tu le sens aussi. Et tu arrêtes au moment là. Ou tu demandes même clairement, au début, je demandais les gens qui étaient sur le bateau, excusez-moi, est-ce que je vous dérange ou est-ce que je peux venir à un autre moment? J'ai un projet à vous présenter. Puis il y en a qui me disaient, attends, là, c'est pas le bon moment. Viens à 18h, il y a l'apéro. Et je venais, quoi. Tout simplement, c'est vrai. Non, mais comment dire, c'est pas simple à faire. Il faut conscientiser le fait que, au pire, on se prend un nom. Bonjour, est-ce que je peux t'interviewer parce que je fais ça? Au pire, il dit non, ça m'intéresse pas. Et encore, c'est rare. Je pense et encore, les gens disent pas non. C'est une façon détournée de dire. Voilà, les gens souvent vont dire ton projet est sympa, c'est cool, bon courage. Moi, je dis au pire, ils te donnent de la force. Hein. Au pire, les mecs qui me refusaient le bateau. Très souvent, ils me disaient, attends, ton projet est trop bien, comment on peut suivre ça? Moi, je peux pas te prendre, mais j'ai peut-être un ami qui arrive en bateau d'un autre port, peut-être que lui serait intéressé. Et en fait, petit à petit, tu te crées les opportunités en discutant avec les gens, et c'est pas forcément ce que tu pensais être à la base. Tu vois, à la base, je pensais monter sur un bateau. Au final, ce bateau, il pouvait pas m'emmener, mais ils m'ont donné le contact d'autres amis. C'est avec ces amis-là que je suis monté sur le premier bateau. Mais faut se forcer à aller vers les autres, à parler. Et quand tout va bien, c'est super. Et puis quand tu te prends des vestes, faut juste comprendre que c'est pas toi et que c'est pas de ta faute. Et puis tu faut repartir le lendemain
Ça rappelle un peu les 4 accords Toltec, je sais pas si tu connais. Ouais, malheureusement, je l'ai pas lu, mais je suis les grands principes. Si tu connais les 4, c'est en gros ne pas faire de présuppositions, ne rien prendre personnellement. À partir du moment où tu sais que voilà, les gens te répondent par rapport à leur point de vue et pas par rapport à ta demande. Cet accord-là, c'est un pilier de comment je réfléchis et comment j'aborde les gens. Mais c'est pas facile de toujours l'avoir en tête et on est obligé que des fois ça nous touche directement. Des fois, les gens nous remballent très sèchement. Si on enchaîne ça plusieurs fois, on se dit mince, peut-être que ma démarche, elle est pas bonne. Peut-être que moi, je fais quelque chose qui fait pas. Il y a quand même des remises en question. Hein. Quand je te dis ça, on dirait que tout était simple, mais pas du tout. Mais en tout cas, en essayant de réfléchir comme ça facilite les interactions. On le prend pas pour soi et ça permet de continuer toujours, tu vois. Et il y a des moments où tu t'es demandé si tu allais arrêter en route ou avant de partir? Sur le bateau. À cause du mal de mer? À cause du mal de mer, ça faisait 2-3 jours. Je me dis, là, les Canaries, c'est dans 4 jours encore. Si ça continue jusqu'aux Canaries, je pourrais pas traverser l'Atlantique. J'étais dans une sensation désagréable continue où j'avais même du mal à me lever. Quand je devais aller me lever aux toilettes, c'était déjà une grande bataille, quoi. Je me dis, si c'est ça et que j'ai encore 25 jours à faire comme ça, je pourrais pas, quoi. Donc là, je me suis dit, il faut être aussi, c'est bien d'avoir des aventures, faire des trucs de fou, mais recentre-toi. Et là, si ça met ta santé en danger, faut savoir abandonner, quoi. Et heureusement, au final, j'ai pas eu le temps d'être trop en dilettante, parce que après 24 heures, ça s'est passé plutôt bien, le mal de mer, et j'ai plus trop de soucis, quoi. Ok. Et alors, la question suivante, mais en même temps, je pense que je connais déjà la réponse, c'est est-ce que tout s'est passé comme tu l'espérais? Eh ben, écoute, justement, j'ai essayé de rien espérer, moi. Voilà. J'ai essayé, si je pars dans cette aventure avec si peu d'organisation, seul, avec tant de liberté, que ça soit les moyens de locomotion que j'ai utilisés, le vélo, ça permet une liberté superbe, hein, de s'arrêter, faire un détour, où on veut. Si on fait une rencontre, on est vraiment libre. Là, on l'est moins quand on prend des trains ou une voiture. Alors de l'autostop, par exemple, on est lié au voyage de la personne. Là, c'était vraiment top, quoi, le vélo. Et donc, j'avais rien attendu et je me suis fait surprendre. Je partais pour me faire surprendre, en fait. Et chaque jour, je me faisais surprendre. Chaque jour, je me disais, putain, ah ouais, ok, ça, mais qui l'eût cru, quoi, arriver là. J'ai rencontré le médecin de ma grand-mère de sa ville d'origine, au Cap-Vert, par hasard. Ah ouais, c'est fort. Ce gars-là, c'était le médecin de vacances quand j'allais chez ma grand-mère qui habite dans l'Ouest. Et là, il était là en bateau au Cap-Vert. Ou une rencontre d'un fermier dans la Meuse qui, en fait, était écrivain, conférencier, photographe, journaliste, qui a fait un article le soir même, qui m'a appris plein de choses sur des sujets hyper pointus, en allant de l'eau jusqu'aux croix de fer qui étaient dans les villages. Enfin, c'était une ressource indescriptible. J'avais jamais vu ça, quoi. Un mec, il a fait 7 livres sur 7 thèmes différents, aussi éclectiques que possible, quoi. Et voilà, des rencontres comme ça, tu te dis putain, mais chaque jour tu te prends une claque, quoi. Et alors, dans tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu considères qui a planté? Moi, je considère pas que il y ait des choses qui est plantées dans l'absolu, ou s'il y a des choses qui sont moins bien réalisées que ce que je pensais, il y a pas de défaite, hein, il y a que des victoires, il y a pas de qu'est-ce qui a planté. Il y a des moments où voilà, je me suis fait peur à des endroits où j'étais pas organisé, où je suis pas allé dans les bons quartiers seul avec mon vélo. Ça, je peux dire que c'est planté parce que si je m'étais mieux organisé, je me serais pas fait aussi peur, ou voilà, j'aurais pu réduire le risque à des endroits. Mais sinon, il n'y a pas eu de plantage. Je suis tombé à vélo, j'ai eu des galères mécaniques, mais ça on peut pas prévoir. Donc non, puis globalement, moi qui suis très sportif, je déteste perdre, mais je sais que c'est dans la défaite qu'on apprend le plus aussi. Parce que gagner tout le temps, c'est cool, mais tu vois pas ce qui va pas, quoi.
Alors que, voilà. C'est fou parce que ça, c'est vraiment un dénominateur commun à toutes les personnes que j'ai déjà rencontrées qui ont réalisé un de leurs rêves. Ils me disent tous, ça n'existe pas l'échec. Bah On non. peut pas échouer puisque en fait, on est là pour apprendre. Bah, exactement. C'est C'est dans cette Mandela, idée-là. elle est très très connue, mais c'est, j'ai peur de le paraphraser, de mal le paraphraser. Mais... C'est je ne perds jamais, soit ouais. je gagne, soit j'apprends. Bah, exactement. Ça, c'est un bon mantra. Ouais. C'est un bon mantra que moi, le sport m'a appris, mais qu'on peut apprendre dans n'importe quel projet qu'on fait. Hein. Mais ouais, la peur de l'échec. Si tu démystifies l'échec, tu fais disparaître cette peur, mais la peur de l'échec, j'ai l'impression que c'est ce qui paralyse le plus les gens qui n'osent pas se lancer. Encore là, cet après-midi dans le Blablacar, il y avait une jeune femme qui était avec moi et qui vient de finir, elle a un master dans le domaine artistique et elle vient de finir ses études et elle me dit maintenant que c'est à moi de produire mes œuvres, c'est moi qu'on va juger, donc si je me plante, c'est foutu quoi. En gros, ça la remet en question elle. Je comprends. Et donc là, elle est bloquée là-dessus et Lou, si tu écoutes cet épisode, voilà, juste si ça peut lui servir de comprendre qu'en fait, elle peut pas se planter. Mais non. C'est juste son identité. Se planter, c'est de ne pas se lancer. Ouais. Parce qu'après, tu as des regrets et t'as une espèce de rancœur. Moi, des fois, j'étais plus aligné en me disant, punaise, mais t'écoutes pas ta flamme depuis combien de temps, là, le truc que t'as envie de faire ton voyage, le sport. Et on se blâme, en fait. À se dire, on se blâme et en même temps, l'esprit nous protège en disant, ouais, non, mais de toute façon, ça serait difficile, les gens vont me juger. Personne n'y échappe à ça, au jugement des autres, peur de l'échec. Moi aussi, je l'avais dans mon projet en me disant, mais ça se trouve, j'ai annoncé à tout le monde que j'allais faire du bateau stop ou du vélo. Ça se trouve, au bout de 3 jours, je vais me rendre compte que ça me plaît pas, quoi. Ouais. Qu'est-ce que les autres, ils vont dire que j'ai trop parlé, que peu importe. Moi, je me suis lancé et il s'avère que ça s'est bien passé. Et même si ça s'était pas bien passé, j'aurais pas de regret parce que je l'aurais fait et je sais que c'était pas pour moi. Donc, ouais, je peux que encourager Lou et tous les autres à se lancer dans tous les domaines, quels qu'ils soient, quoi. Et moi, il y a un truc qui m'aide aussi à relativiser la peur de me planter. Je sais pas si tu as déjà vu cette photo qui traîne pas mal sur les réseaux. C'est une photo de la galaxie avec une flèche et c'est écrit « Vous êtes ici en train de pleurer, de payer vos taxes ». Ah ouais, je l'ai pas vu, mais j'ai bien l'image. Tu vois, donc si tu relativises, ouais, au pire si je me plante, il se passe quoi ? Rien. Voilà, ça vaut le coup de. Là, c'est juste dans la tête et en même temps, mon juste, il est énorme hein, parce que c'est un truc qui a mis des années avant de faire. En soi, l'envie, l'idée, je l'avais depuis très longtemps et avant de se concrétiser, ça met du temps. C'est tout un cheminement. Mais la première étape, c'est déjà de savoir ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, ce qui te passionne. En tout cas, avoir des pistes. Et après, essayer de matérialiser et de conscientiser un petit peu ça pour le mettre en place petit à petit. Et ça prendra le temps qu'il faut, mais le tout, c'est de le faire. Ouais. Et t'as des gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas de passion et qu'ils n'ont rien à réaliser. Je suis pas d'accord. Alors, moi, je suis pas psychologue. Hein. Là, je réponds à chaud comme ça. De ton point de vue, hein, de toute façon. Enfin, de mon point de vue, c'est qu'une question de référentiel et peut-être que moi, j'en ai peut-être trop. Hein. Je pars dans tous les sens. Que ce soit dans le sport, la musique, le voyage, j'ai plein de trucs qui me passionnent. Et ne pas avoir de passion, je sais pas, je trouve ça. C'est peut-être des gens qui ont un manque de motivation ou des peurs, mais je pense que tout le monde peut avoir, si ce n'est pas parce qu'une passion c'est fort, mais en tout cas des centres d'intérêt ou des choses qui les intéressent, qui attisent leur curiosité. Ça, c'est un minimum. Et c'est là qu'il faut creuser. Si t'as pas de passion, mais que t'as des choses qui te disent, ah bah tiens, ça me plaît plus d'écouter ça ça me plaît plus de faire cette activité que celle-ci. C'est ça qu'il faut creuser. C'est peut-être ça qui va devenir la passion. C'est des gens qui ont peut-être pas creusé assez pour avoir des passions. Mais je pense que tout le monde peut avoir une passion. Ouais. C'est mon avis, hein, mais. Ouais. J'ai une amie comme ça qui est très bien dans sa vie. Je dis, mais t'as pas un rêve? Je dis, bah non, tout va bien. Et t'as pas une passion? Bon, non, ça va. Et je me dis, est-ce que c'est pas la plus chanceuse finalement d'être satisfaite de la vie qu'elle vit, qui est pas extraordinaire, mais elle en est fière et elle en est contente. Et mais ça se trouve que pour elle est extraordinaire. Je sais pas, hein, mais je connais pas ton amie, mais je pense qu'elle est heureuse de sa vie et elle imagine pas avoir plus ou différent, quoi. Et ben moi je trouve que c'est génial. Bah ouais. Moi je trouve ça top. Chacun a des envies, des rêves ou non différents, et c'est complètement ok. Hein. Là où je trouve dommage, par contre, c'est des gens qui ont au fond d'eux une passion, un rêve ou un projet,
qui les animent et qui franchissent pas le pas. Et j'ai longtemps été ça, et je le serai peut-être pour d'autres projets d'ailleurs, d'autres projets qui m'animent, que peut-être je vais avoir un syndrome de l'imposteur, une peur de l'échec, mais d'avoir fait ce projet-là de A à Z et de m'être lancé, ça m'aide pour les futurs aussi, de me lancer, de me dire, voilà, au pire, je me rate. Au pire, je me rate, et puis je retrouve un travail alimentaire, et puis je peux toujours travailler à côté sur les choses qui me plaisent. Mais il faut tenter. Ouais. Et ben ça fait le lien un peu avec la question suivante que je voulais te poser. C'est sur tout ça, de quoi tu es le plus fier? Moi, je suis le plus fier de m'être lancé dans des choses qui me faisaient peur, et que j'avais pas d'expérience, et d'avoir relevé le défi avec moi-même en fait. C'était un défi. Ça aurait été ok aussi si j'avais pas fait cette traversée de l'Atlantique, si j'avais vu que c'était pas pour moi. J'aurais pu abandonner. J'aurais été content de m'être juste lancé et d'avoir vu que c'était pas pour moi. Donc ça, c'est ce dont je suis le plus fier du voyage, c'est les rencontres que j'ai faites. Mais c'est là, elles découlent du fait d'avoir franchi le pas. Ouais, c'est une condition sine qua non. Il fallait que tu te lances pour pouvoir faire ces rencontres-là. Voilà, donc si tu me demandes personnellement ce dont je suis le plus fier, c'est de m'être lancé, d'avoir affronté les peurs que j'avais. Je pense surtout à la navigation, l'organisation, un peu l'inconnu de mon voyage. Et après, ce qui m'a rendu le plus heureux et le plus fier aujourd'hui, c'est les gens que j'ai rencontrés, les liens que j'ai tissés, les rencontres et les sports que j'ai testés. Avec qui tu es toujours en contact? Ah oui, ouais. Il y a des gens que je vais revoir, une famille au Portugal qui m'a accueilli, qui va revenir certainement pour le marché de Noël ici à Metz. Très souvent via WhatsApp, je suis en contact avec des gens qui m'ont accueilli. Je vais revoir les premières personnes qui m'ont hébergé à Bar-le-Duc. Samuel et sa petite famille, je vais les revoir prochainement. Donc ouais, je suis en contact avec plein de gens, pas tout le monde évidemment, mais en contact avec plein de gens qui m'ont marqué. Ok. Du coup, de ça, quel conseil tu te donnerais à toi? C'est quand t'es parti il y a pas longtemps, donc ouais, imaginons il y a 2-3 ans, ou Jules, il y a 2-3 ans, tu lui donnerais quel conseil? Ou tu donnerais quel conseil à quelqu'un justement qui a peur et qui n'arrive pas à dépasser sa peur pour se lancer? Déjà, de se faire confiance. Comment on fait ça? Alors, comment on fait ça? C'est apprendre à se connaître. Je pense que c'est une quête infinie, qu'on ne pourra pas finir toute notre vie. Mais bien connaître là où on est à l'aise, là où on a des peurs, là où on est moins à l'aise. Et avec tout ça, moi je l'ai mis à l'écrit, mais on peut le faire d'une autre façon. Avec tout ça, en se connaissant ce qui nous anime, ce qui nous passionne ou ce qui nous attire, en fait on peut avoir une image assez complète de ce qui pourrait nous convenir. Et après, c'est vraiment se lancer, se faire confiance et franchir le pas, se donner une deadline en fait. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je me suis mis dos au mur tout seul pour pouvoir faire ce projet. Sinon, je serais resté dans mon confort et mon CDI. J'ai quitté mon CDI en me disant maintenant que je l'ai quitté, je suis obligé de réaliser ça. Je vais pas rester à rien faire. Je monte ce projet, quoi. C'est parce que tu t'es mis au pied du mur que ça t'a poussé à... Voilà, je l'ai fait tout seul parce que je voyais que sinon je serais resté un petit peu dans mon confort. Je serais resté plusieurs mois, voire années comme ça, et peut-être avec des regrets. Et là, moi, ma façon de me mettre au défi, c'est de se mettre une deadline, quoi. Ou une obligation, comme vous voulez, pour se faire. Et même si ça fait un peu bateau, mais vraiment se faire confiance. Là, si tu me dis il y a 2-3 ans, j'avais toutes les idées que j'avais là, mais c'était juste, je me remettais tout en question, j'étais pas sûr de mon projet, j'avais des craintes sur tout. Et en fait, même si on les a, ça vaut tellement plus le coup de se lancer et de voir au fil de la route ce qui se passe et de s'adapter. Et on grandit tellement vite que ouais, il faut se faire confiance, pas pour tout ce qu'on va faire, mais juste pour se lancer. Et après, ça roule. Enfin, c'est obligé de rouler, quoi. Et donc, avant de se lancer, il faut quand même tout mettre sur papier. C'était ma façon de faire. J'ai écrit un petit peu toutes les choses qui m'animaient, où j'étais à l'aise, où j'étais moins à l'aise. Et ça me permet de clarifier un petit peu dans quoi je pouvais me lancer. Je sais pas, question bête, si on a vraiment le vertige maladif à faire des crises,
on a beau se lancer là-dedans, on va pas se lancer dans une ascension d'un 6000 mètres parce que là, on met sa vie en danger. Il y avait des limites à ne pas dépasser, des zones de confort à dépasser et une zone de confort où on est bien pour se ressourcer. En gros, c'est les 3 zones que j'avais fixées. C'est très méthodique quand même. Mais là, je suis en train, au moment où on parle, je suis en train de te dire les méthodes, mais c'était pas du tout méthodique comme je l'ai fait. D'accord. C'est que ça, tu l'as maturé aussi avec le temps. Je me suis pas dit je fais ça. Hein. Là, je viens de te le sortir comme ça là. Mais incroyable. Le talent. Le coup de la zone, je me suis pas fait un papier avec zone de confort, zone machin, mais là, en gros, c'était comme ça. Ouais. C'est ce que ça m'a permis de sortir de ce que j'ai écrit, de me dire ok, moi, je suis à l'aise à rencontrer des gens, à dormir chez l'habitant. Ça, c'est ok pour moi. La navigation, j'ai jamais trop navigué. L'altitude, j'ai un petit peu pas des problèmes, mais un peu le vertige de temps à autre. Ça, si je fais des aventures dans ce domaine-là, c'est bien sortir de ma zone de confort. Et puis après, moi, ma limite, c'était d'aller dans des zones, pas d'aller dans des zones de guerre ou des choses où vraiment où je vais chercher le danger. Quoi. Ouais. J'ai fait des choses dangereuses, maîtrisées, en limitant le risque, mais là, c'était ma limite, moi, de pas aller dans des pays en guerre ou des choses comme ça. Et en fait, la façon dont tu catégorises zone où tu te ressources, la zone à explorer et la zone rouge, on va dire, ouais. Ça m'évoque un truc, je sais pas si tu connais le principe du bocal à cookies. Ah non, tu vas m'apprendre. Mais c'est un de mes invités, Anthony, qui est devenu un ami, qui m'expliquait ça dans son épisode où en gros, je me demande si c'est pas un gars qui s'appelle Goggins, mais je veux pas dire de bêtises. Ah, c'est un gars chauve là. Non, peu importe. Non, les noms, je connais plus les visages que les noms. Mais... Je sais plus. Enfin, c'est un gars qui a écrit un bouquin, voilà, et qui parle, si c'est lui, du bocal à cookies. En gros, c'est te fonder sur toutes les fois où tu as réussi à dépasser tes limites pour justement réussir à les dépasser toujours plus facilement parce que tu sais que tu en es capable. Quand on parlait de la peur, c'est j'ai peur de faire tel truc, j'ai pas fait le truc, mais c'est la peur en fait qui m'empêche de le faire et je sais pas tant que je l'ai pas fait si effectivement j'en suis capable ou pas. Et à partir du moment où tu t'arrives à faire le point, à savoir que tu as déjà réussi à sortir de ta zone de confort, tu as déjà réussi à te dépasser, à faire des choses inconfortables, ben ça va te servir et c'est comme si tu sculptais un peu ton cerveau ou ta mentalité en te disant mais plus je sors de ma zone de confort, plus c'est facile de le faire. Mais totalement, je suis 100% d'accord avec cette théorie du bocal à cookies, parce que je l'ai expérimenté aussi. Ça peut être soit un cercle vicieux où on se lance pas et donc comme on se lance pas, on n'a jamais dépassé sa peur et on va jamais la dépasser. Soit un cercle vertueux où on a pris son courage à deux mains, on a fait un truc dans l'inconfort et on voit que ça s'est passé quand même bien. Et là, ça c'est un gain de confiance. C'est des points d'XP, quoi, si on aime les jeux vidéo. Ouais. On remplit cette jauge et ça peut être exponentiel, en fait. Alors, faut pas, surjouer ou prendre trop confiance et faire des choses risquées. Mais en tout cas, faut se servir intelligemment de cette jauge de confiance pour faire d'autres aventures, de choses qui font peur. Moi, dans mon cas, ce qui m'a vraiment aidé à faire plein de défis, c'est un défi que j'ai fait avec 2 amis, du GR20 en 8 jours. Moi, j'étais pas plus randonneur. Je suis parti avec 2 copains qui n'étaient pas plus non plus. Et c'est en montagne en plus. Ouais, c'est 180 km dans les montagnes corses, donc du nord au sud, et surtout avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Et pas des chemins, quoi. C'est pas le chemin de Compostelle, c'est à la limite de la Varap, de l'escalade. Pour un mec qui a un peu le vertige. Voilà. Donc en fait d'avoir passé cette épreuve avec ces 2 amis-là, d'être allé au bout de l'épreuve alors que chaque jour je voulais abandonner, d'avoir bloqué toute une queue de personnes pendant 1 heure parce que j'avais le vertige, je tétanisais sur un endroit, et d'être passé ça avec ces gens-là. Moi après ça m'a permis de faire plein de choses, ça m'a débloqué plein de choses, où après j'ai pu par exemple courir un marathon. En fait je me suis dit, le marathon, c'est que 4 heures. C'est 4 heures de souffrance, ou 5 heures si je suis pas très bon, ou 6 heures, et 3 heures au mieux, quoi. C'est entre 3 et 6 heures, mais ça sera jamais pire que le GR20 où j'ai fait 8 jours, où chaque heure, j'avais envie d'abandonner, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, ok, 4 heures, tu prends ton mal en patience, prends ton GR20. T'as bien réussi 8 jours, tu vas bien réussir 4 heures, hein. Finalement, le GR20, c'est ton énorme cookie qui prend quasiment toute c'est la le place big dans cookie, quoi. C'est le big cookie que je me resserre un peu tout le temps. Et puis là, j'ai rajouté le deuxième big cookie, c'est la traversée de l'Atlantique
en navigation, enfin à la voile. Où là, je me dis, si t'as fait ça sans avoir navigué et que ça s'est bien passé, là, je parle beaucoup d'aventures sportives, mais je peux l'appliquer aussi dans le professionnel ou dans le personnel, quoi. Ces épreuves-là te disent, voilà, tu peux pas abandonner sur certains trucs. Tu vas au bout des choses, il y a de la résilience, quoi. Et même si, quand tu te lances ce genre de défi, c'est un défi vis-à-vis de toi-même. Beaucoup. C'est toi face à toi-même. Mais dans le côté personnel ou professionnel, c'est plus dans l'aspect relationnel, non? Oui. Tu le transposes quand même, toi J'arrive à transposer globalement toutes les valeurs du sport. J'arrive à les transposer dans ma vie et pas que au niveau sportif, quoi. La résilience, moi, franchement, c'est le sport c'est le GR20, c'est le sport que j'ai fait avant, qui m'ont appris ça et que je peux avoir, par exemple, dans un job pour aller au bout de mon projet. Il faut de la résilience, l'esprit d'équipe dans les sports co. On a des tas d'autres. L'aspect festif aussi du sport, que j'aime beaucoup. Le dépassement de soi. Tout ça, c'est des valeurs qui sont applicables sur le pro, le perso, l'extra pro, quoi. Non, c'est bien parce que je pense que c'est pas forcément le cas de tous les gens qui sont férus de sport, de savoir aussi transposer ça. T'en as qui arrivent, qui sont hyper bons dans leur sport et c'est leur espace à eux et c'est un peu un espace protégé, quoi. Je suis d'accord, et puis c'est bien aussi de faire la part des choses. Il y a des gens moi je vois des fois des gens sur le terrain qui sont totalement différents dessus et en dehors, et peut-être que moi aussi d'ailleurs. Mais c'est bien de faire la part des choses, mais d'où l'intérêt d'un peu faire des bullet points avec ses forces, ses faiblesses. Et en fait, très vite, quand j'ai écrit, moi, tout ce qui est ressorti de ça, c'est beaucoup de qualités ou de défauts que j'avais acquis du sport, quoi. Avec l'esprit de compétition aussi, qui peut être positif, qui peut être une émulation hyper positive et d'aller chercher des réserves et se dépasser, qui est super, qui peut aussi être négatif quand on est mauvais joueur, mauvais perdant comme moi. Enfin, plutôt mauvais perdant, parce que mauvais perdant, c'est contre moi-même, hein. C'est pas contre les autres. Mauvais joueur, je pense que c'est contre les autres, et mauvais perdant, c'est contre soi-même. D'accord, c'est plus l'aspect perfectionniste où tu veux t'améliorer toi, mais tu veux pas forcément marcher sur la tête des autres pour y arriver, quoi. Non, voilà, c'est plus après une défaite d'un match, je vais être énervé contre moi, ce que j'aurais pu faire, et d'où l'intérêt, on reboucle la boucle, mais c'est aussi d'analyser toutes les défaites, tous les moments dans le sport ou dans la vie que t'as mal fait ou qui sonnent comme des échecs en tout cas, mais qui n'en sont pas, pour tirer des conclusions pour pas les reproduire ou en tout cas les éviter, quoi. Ouais. Ça veut pas dire qu'on les évite tout le temps, mais c'est déjà bien d'analyser, d'en avoir conscience. Des fois, il faut 2-3 échecs pour comprendre vraiment. Mais... Ouais. Et je me dis, mais avec la moisson de médailles là que la France est en train de faire au JO, là, il va y avoir l'ego plus quoi, surdimensionné. Mais le positif, c'est que ça va peut-être aussi motiver des jeunes ou des gens qui sont moins intéressés par le sport à s'inscrire dans différentes fédérations. Et il y a quand même un super engouement à travers ça, mais j'espère qu'il y aura quand même des grosses défaites pour que les gens puissent se remettre en question. Et il y en aura. Il y en a eu déjà hier. Malheureusement, le basket à 3 qui ont fait un super parcours, ils ont perdu la finale au buzzer. Je pense que là, ils vont pouvoir. De toute façon, ils ont fait une super épreuve et puis ils ont plein de choses à apprendre de leur compétition, quoi. Et peut-être que la prochaine fois, ils se feront aussi avoir au buzzer, mais en tout cas, ils mettront peut-être en place d'autres choses pour pas se faire avoir comme ils le ont fait. Ouais, c'est ça. Finalement, leur position est beaucoup plus enviable en fait parce qu'ils peuvent que progresser. Tu vois, Léon Marchand. Bon, je préfère avoir la médaille d'or autour du cou quand même à Paris. Je pense, faut pas aller les interviewer en disant ça, hein. Alors, non, mais 1-2 médailles, d'accord. Mais tu vois, par exemple, Léon Marchand qui est en train de péter le score, il en a combien? 5 médailles? Je crois qu'il a 5 médailles, hein. Même 6 avec les relais, quoi. Comment tu gères l'après? Oui. Une fois que tu as tout gagné, tu fais bon, ok. Et en plus, il a quel âge, quoi? Ah, il est jeune, hein. Mais ouais. C'est un monstre. C'est un monstre. Et là où t'es vraiment un champion comme des mecs qui survolent leur sport, je pense à Usain Bolt qui a gagné 3 fois le 100 mètres au JO, ou des mecs comme Djokovic au tennis qui ont absolument tout gagné. Tout ce qui est possible de gagner l'ont gagné. Et ils arrivent à garder une motivation
un appétit qui est dingue. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a des gens, et c'est compréhensible après avoir gagné ça comme Léon Marchand. J'ai bien envie de voir quels sont ses prochains objectifs. Est-ce que c'est inné d'avoir ce mental de se dire je reste fidèle à ma motivation et à ma discipline, ou est-ce que c'est quelque chose que tu apprends tôt ou en faisant ça, Je pense que c'est un mélange des deux. Les grands champions que je t'ai cités, il y en a d'autres, comme Messi, Ronaldo au foot. Il y a une part quand même, je pense, au fond, d'inné, mais cette partie de compétitivité, d'envie de gagner, pour moi, elle se travaille, parce qu'elle n'était pas innée. Moi, petit, avant de faire du sport, je sais pas que je m'en fichais, mais en tout cas, j'étais moins compétiteur. Et elle se travaille, elle évolue. Et quand on arrive au haut niveau, elle est essentielle. Pour moi, c'est celle qui fait la différence. Les nageurs, je pense que globalement, ils ont tous une technique parfaite de nage. Ils sont tous musclés comme il faut. Ce qui fait la différence, après, les petits détails, quand ça se joue à des centièmes, des millièmes, c'est le mental, c'est le mec dans la tête, sa façon de penser, la visualisation qu'il a, comment il se projette, son état mental. Ouais. Et j'ai l'impression aussi la capacité à mettre son focus sur l'instant présent et à occulter tout le reste. Il y a un champion de snowboard qui avait fait un TEDx sur lequel je suis tombée, et je me plante tout le temps, je sais jamais si c'est Pierre-Henri ou Paul-Henri Delerue. Je saurais pas te dire. Et en gros, il explique son parcours. C'était une espèce de prodige du snowboard. Je crois que c'était au tout début où ça a été mis au JO. Et il montre sa première course, et pendant son TEDx, il explique là, je fais tel virage. Au mental, je pense à ça. Je me dis que j'ai passé un tel, machin. Je peux arriver deuxième, puis premier, etc. Il gagne sa course. Il est qualifié pour, je crois que c'était les JO ou les championnats du monde. Je sais plus dans quel sens. Et il arrive, du coup, c'est l'espèce d'espoir montant. Il arrive sur sa prochaine compétition. Et là, en fait, il explique son parcours. Il fait voilà, je fais cette courbe-là, machin. Il arrive à dépasser un tel. Il fait un espèce de grand saut avant d'arriver, 2-3 virages avant la ligne d'arrivée. Et il dit là, il fait pause. Il dit là, je me vois sur le podium. Ah ouais, et il s'explose à l'atterrissage. Ouais. Mais commotion cérébrale, côte pétée, je crois qu'il avait eu, je sais pas si c'était pas un pneumothorax, un truc, mais super grave. Donc il se retrouve à l'hôpital. Et il a une autre échéance hyper importante 5 semaines plus tard. Le médecin vient le voir dans son lit, donc il se réveille avec l'oxygène dans le nez, il a pas bougé, complètement figé, tout. Un pharaon avec tous les plâtres. Je sais plus s'il avait des plâtres ou quoi. Enfin bref, il explique le détail. Et le médecin lui dit va falloir se reposer, puis ce sera pour la prochaine fois. Il dit non. Et là, le mental switch. Il dit non, je le ferai. C'est là qu'on voit la puissance du mental et de la pensée, de la pensée en fait. Et de l'instant, parce que justement, au moment où il se dit je suis en l'air et je me vois sur le podium, il sait qu'il n'est pas sur le podium, quoi. C'est foutu parce qu'il a décroché, il est plus sur ce qu'il est en train de faire. Et en fait, tu parles sur ce moment-là, pas à haut niveau, comme lui, mais ça fait sens. Je l'ai vécu dans des matchs de badminton, moi que je fais en compétition, où tu vois, tu as beaucoup d'avance, tu joues super bien, un peu comme lui, il gère sa course. Et à un moment, c'est même sans le vouloir, c'est pas par par manque d'humilité ou en fait ça te traverse l'esprit. Moi ça te traverse l'esprit, tu te dis putain t'es à un point du match, tu vas peut-être le gagner, et puis et le moment où tu penses à ça, en fait tu perds ton focus, tu perds le moment présent et tu perds le match. Et donc là c'est moins grave, il n'y a pas de blessure, mais je comprends totalement ce qu'il dit, et aussi le mental sur la blessure qui joue beaucoup. Un mec déterminé qui a des pensées positives, qui se projette. Il y a beaucoup aussi la visualisation. On peut, pour ceux qui ont des projets ou des rêves à réaliser, ça de la préparation mentale sportive, c'est intéressant d'écouter des podcasts ou de regarder des documentaires, parce que en fait les mecs, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, ils se visualisent en train de gagner, mais à l'entraînement, en fait, pour habituer leur cerveau à faire les efforts et à se convaincre eux-mêmes aussi qu'ils vont y arriver. Alors, il y en a qui n'y arrivent pas peut-être, mais beaucoup d'athlètes comme Michael Phelps aussi, ils utilisent les techniques de visualisation de victoire en amont. Alors, pas pendant, parce que sinon tu perds ton focus, mais en tout cas pendant toute la phase d'entraînement et avant la course, ils font ça. Tu conditionnes ton mental à ne voir que
la sensation aussi et l'émotion que tu auras au moment de la réussite parce que tu auras construit toi avant. Mais c'est, je sais pas comment ça se dit en français, mais tu sais, en anglais, il y a beaucoup to manifest. C'est pas manifester dans les rues, c'est les gens qui se projettent en fait sur ce qu'ils veulent faire et qui écrivent tout en détail. Ouais. Et c'est hallucinant à quel point ça marche bien. Mais c'est aussi, je vais pas mélanger les termes, mais c'est aussi un peu la base de la loi de l'attraction. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Ça se rejoint. Ouais. C'est assez lié. J'aime pas trop ce terme-là parce qu'il y a des gens qui l'utilisent comme une espèce de pensée magique ou si je dis ah là, je veux c'est parce que tu dis job. tout va aller bien, ça va aller bien. Voilà, c'est ça. C'est pas ça. Et alors que moi, je préfère utiliser le terme de loi d'intention parce qu'en fait, c'est au moment où tu vas mettre ton intention sur tel objectif spécifique parce que tu l'as bien déterminé que là, automatiquement, tu vas voir les choses qui étaient déjà sous ton nez, mais juste tu les voyais pas parce que ton intention n'était pas posée. Tu m'as convaincu. Je dirais loin d'intention. Non, mais c'est vrai, t'as raison, parce qu'on entend un tort à travers. Moi, j'y crois au principe global, quoi, en fonction de son état d'esprit, de sa façon d'être et de ce qui nous anime. Forcément, on va tirer les choses, mais c'est plus d'intention, comme tu dis, parce que si on est au clair sur ce qu'on veut et sur là où on va plus facilement repérer et saisir les opportunités qui se présentent à nous que si on n'a pas cette clarté et ce positionnement. Ouais, juste on va voir les opportunités. On va voir les opportunités depuis le début. Et c'est pour ça que c'est ce que je me suis dit quand je me suis lancé le défi de faire le road trip. Il y a un certain pourcentage de chances que ça plante. Je m'en fiche, je vais faire tout comme si ça allait réussir. Et puis certainement, tu sais que le pire, c'est que ça va pas se passer comme toi t'avais imaginé. Mais clairement, c'est peut-être évident. que là, ce soir, la personne avec qui tu vas faire le podcast, elle va t'emmener dans un endroit génial. Tu vas faire une rencontre d'un mec qui en fait a un autre projet que tu vas pouvoir interviewer. Et ça, tu peux pas prévoir, tu sais pas. Bah, c'est clair. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un va te mettre un lapin. Tu avais peur de déranger, peut-être qu'il va te mettre un lapin. Et ce jour-là, tu vas faire une rencontre en terrasse en buvant un coup. Et que tu vas pouvoir faire une autre interview, une autre rencontre. Carrément. Et si tu te permets ça, en fait, t'as pas peur de grand-chose, parce qu'au pire, tu fais le truc que tu avais prévu. Enfin, au mieux, pardon. Tu fais ce que tu avais imaginé, et au pire, tu te laisses libre de créer autre chose, quoi. Ouais. Ça fait rêver. Bah ouais, écoute, c'était... Et du coup, là, t'as des projets encore ? Bah ouais, comme je t'ai dit, le livre avec ma grand-mère. Ouais. Qui va prendre quelle forme ? Je pense une sorte de roman d'aventure un peu, où on écrirait chacun. J'essaie de la faire écrire un maximum puis de la stimuler parce qu'elle a 91 ans. Mais elle a une bonne partie, en fait, j'essaye de discuter avec elle, d'échanger sur ce qui lui a plu, le message qu'elle veut faire passer, et essayer de retranscrire ça moi-même aussi à l'écrit. Donc c'est pas une discussion entre vous Il y aura des discussions. Ouais. C'est pas un carnet de bord non plus. Il y aura en fait des anecdotes sur le voyage, des messages plus profonds, un fil directeur aussi de notre histoire à tous les deux. Et puis oui, des passages de discussions avec des retours de ma grand-mère en direct que j'ai pu soit enregistrer, soit écrire pendant l'aventure. Ah, c'est cool. Et donc, tu prévois de le terminer pour quand ? T'as déjà une date ? Mais il faut mettre une deadline comme j'ai donné le... Eh oui. Je dirais avant la fin 2025. 1 an maximum, quoi. Ok. C'est l'objectif. Là, je vais passer une partie de l'été à écrire une partie. J'ai fait une première ébauche avec elle. Et voilà, on se donne 1 an tous les deux. Au total, la phase d'écriture, trouver la maison d'édition, et puis la promotion du livre. Cool. Voilà. Et puis après, fan de sport de raquette, je vais passer mes formations d'initiateur dans les 3 sports de raquette que je pratique. Donc tennis, badminton et squash. Oui. Parce qu'actuellement, je pratique du racquethlon, qui est comme comme le triathlon où il y a 3 sports différents. Là, le racquethlon, on a les 4 sports de raquette dans la même discipline. Donc on commence par la plus petite raquette, le tennis de table, on enchaîne par le badminton, le squash et le tennis. Et c'est un sport qui est reconnu avec une fédération, des compétitions. Et là, c'est pour ça que j'ai envie de m'investir un peu plus dedans et de passer mes diplômes dans les 3 sports, pas le tennis de table, mais les 3 autres sports. Ok. Et c'est des compétitions qui se déroulent comment ? C'est sur une journée ? Sur plusieurs jours. J'allais dire, c'est intense sinon. Ouais, sur plusieurs jours avec plusieurs matchs. On a 3 matchs minimum dans le week-end.
quand ça se passe en France. Et à l'étranger, ça peut durer sur 3-4 jours, vu qu'il y a plus de monde et au niveau logistique, c'est plus compliqué. Et on rencontre la même personne sur les 4 sports, en fait. D'accord. Si demain je t'affronte, on fait en fait un set de 21 au tennis de table. Donc là, tu gagnes, je suis vraiment mauvais. Et après, je me rattrape un peu. Il y a le badminton, le squash et le tennis en 21. Ok. Et tu fais le total de tous les points, en fait, une addition. Et celui qui a le plus de points en finale gagne la rencontre. Ok. Voilà. Ah, je connaissais pas du tout. Ah, c'est pas connu. Hein. Non, mais... Même des gens qui jouent dans certaines fédérations de tennis, de squash ou quoi, ne connaissent pas. Mais le but, c'est de le promouvoir un maximum et de ramener un maximum de joueurs de tous les sports. Ouais, parce que j'imagine que ça demande pas les mêmes capacités physiques de jouer au ping-pong et de jouer au tennis. Non, le même geste, c'est pas les mêmes capacités physiques et mentales. Le tennis de table est très mental avec beaucoup d'analyse des effets, beaucoup de jeux, de stratégie. Là où le squash ou le badminton vont être très cardio, très intensifs physiquement. Donc c'est des sports qui se rapprochent grâce aux raquettes, mais qui sont très différents chacun. Ok. Voilà, globalement. Et enfin, des projets de conférences, de retour d'expérience avec les entreprises, la ville et les écoles, globalement. Déjà très bien. Voilà. Et ensuite national, et ensuite Et worldwide. pourquoi pas de limite, hein, le rêve. Hein. Évidemment. Ça marche. Bah écoute, tu avais quelque chose à ajouter? Bah non, juste aux gens qui nous écoutent, de franchir le pas, de se lancer, tête baissée, et vous verrez que les réponses viendront en fait sur le chemin, même si c'est pas facile à le conscientiser en amont. Lancez-vous et vous verrez, ça se passe bien. Je suis bien d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Merci à toi, Julie. Et puis, j'ai hâte de lire ton livre en tout cas, et puis de découvrir la suite de tes conférences et tout ça. Merci beaucoup. Puis moi, hâte de voir tout ton projet de Tour de France des podcasts. J'écouterai ça. Ouais, ça va être cool. Trop bien. Merci. Salut. Salut.